Salut à tous, aujourd'hui on est là pour une assez grosse vidéo je pense parce que je vais parler de 29 critiques que ce soit de films, livres ou séries. Du coup les trois premières par contre c'est de vieilles critiques sur des films que j'ai vus il y a longtemps comparé aux autres mais que je trouvais assez intéressantes et que j'ai laissé là. Et aussi certaines critiques peuvent varier entre courtes ou longues. À la base je me suis dit, comme par exemple un exemple Dr Stone. C'est court. Enfin, je parle de l'animé Dr Stone. J'avais fait une petite critique mais courte. Ça fait une vidéo de 30 secondes, même pas, donc c'est inutile. Je me suis dit, pourquoi ne pas regrouper beaucoup de critiques en une seule vidéo? Parce que au final, ça en fait une assez grosse. Je parle de tout ce que j'ai envie. Du coup, c'est comme ça que m'est venue cette idée de plusieurs critiques. Donc on commence avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. L'idée est vraiment bonne, même si elle est adaptée d'une bande dessinée, mais le film est mal fait, quoi. Après, on peut noter que les effets spéciaux sont pas mal pour l'époque. 2001 par là, je crois, le film est sorti. Et pour moi, le personnage le plus intéressant du film, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Et aussi l'histoire du traître, aussi elle est pas mal. Après, Game Night, c'est une superbe comédie mélangée à une sorte de thriller avec beaucoup de retournements de situation. Il y a des scènes bien marrantes en vrai. Et le film, en vrai, il parodie un petit peu tous les twists, tous les rebondissements qu'il peut y avoir dans les films en fait. Dans celui-ci, il y en a presque 4. J'ai trouvé les plans stylés en vrai, ils sont pas mal et les personnages aussi, ils sont intéressants à suivre. Et je le conseille vraiment, à la base, il me tentait pas trop. Et au final, je suis content d'avoir vu. On va parler maintenant du livre de Harry Potter 3. Donc, dans les deux œuvres, on sait que Hermione remonte le temps pour rattraper plusieurs cours. C'est mieux fait dans le livre, enfin, c'est de manière plus subtile quoi, que dans le film. Ce que j'avais pas compris en fait, c'est que Sirius, donc qui s'appelle Patmol, c'est lui qui a contribué à la création de la carte du maraudeur. C'est comme ça qu'il a pu rentrer dans Poudlard parce qu'il y avait un passage secret et tout. J'avais pas trop compris ça dans le film. Un bon aspect du livre aussi, c'est le second match de Quidditch qui opposait donc Gryffondor au Serpentard. Et je sais pas pourquoi le livre a réussi à bien faire retranscrire tout ce qui se passait lors de ce match. La fin, elle est assez différente du film, donc j'ai été assez surpris, c'est cool. Et finalement, je préfère largement le livre au film. Et il faut savoir qu'en plus, le film, c'était mon préféré de la saga. Donc là, faut peut-être s'attendre à ce que ce livre-là, ce soit mon préféré des 7. Et du 8 aussi, oui. On va parler de ça. C'est un de mes films d'horreur préférés. Des personnages tellement bien et tellement attachants. Il y a presque rien que j'ai pas aimé dans le film en fait. Bon après, les effets spéciaux concernant Pennywise, ils sont mal faits. Donc la chose que je me dis, c'est que peut-être que c'est voulu par le réalisateur. Parce que quand, la scène où la fille rouge, j'ai oublié son prénom, mais quand il l'a kidnappée et qu'il fait la danse là ou je sais pas quoi, sous la terre, ouais, ça c'est vraiment mal fait, mais c'est obligé que c'est voulu quoi, parce que pour faire des effets spéciaux aussi nuls, j'ai pas regardé le budget du film, mais bon, je pense que c'est voulu. Ensuite, j'ai regardé The Boys, parce que tout le monde en parlait en bien. C'est la première fois qu'en l'espace d'un épisode, j'ai été fixé sur le fait que j'allais passer un bon moment devant cette série. Je trouve ça tellement ingénieux. Alors, il me semble pas que cette intrigue ait été présentée plus tôt, que ce soit cinéma, livre ou film. Parce que cet aspect du coup des super-héros, c'est la première fois qu'on le voit comme ça en fait. Imaginez si les Avengers étaient aussi fautifs que les super-héros de The Boys. On s'attaque maintenant à la critique de Jumanji 2. Le premier était largement mieux que le 2 ou le 3, il est incomparable. Le fait que des éléments du jeu arrivent dans la vraie vie, c'est beaucoup mieux quoi, il y a plus d'enjeux. Parce que s'ils rétablissent pas le jeu, ça va en quelque sorte envahir le monde entier. Tandis que là, dans ce film, c'est l'inverse. S'ils réussissent pas, les enjeux c'est que 4 ou 5 personnages meurent. Voilà quoi. L'intrigue en plus elle est pas ouf, elle est pas prenante. Et alors, le fait que... Bon, j'en ai déjà parlé dans ma critique de Jumanji 3, mais Jumanji 4, sérieux. Imaginez s'il y a un 5, alors là, mais... Ah, j'avais oublié, on va parler de Regular Show. J'avais déjà regardé quelques épisodes donc quand j'étais petit, mais au final, maintenant que j'ai regardé ça, je trouve ça complètement débile. En fait, le seul point positif que je trouve, c'est l'univers et la variété des personnages. Les intrigues de chaque épisode, c'est pas ouf du tout, quoi. Maintenant, on va parler de John Wick 1. Les scènes de combat, elles étaient pas mal, mais en même temps, j'y pense, j'ai pas en tête un film d'action comme celui-ci où les scènes de combat, elles étaient pas ouf. Mais le truc, c'est que j'ai eu du mal à accrocher au film. C'est un film d'action et d'espionnage, certes, mais comparé à Anna ou Mission Impossible,
c'est plutôt basique. Enfin non, comparé au nouveau Mission Impossible, parce que le 1 ou le 2, justement, ça ressemblait un petit peu à John Wick. Et alors le fait que ce soit Keanu Reeves, même si j'aime bien, qu'il soit à l'affiche, ça change rien, quoi. Tout le monde dit que Keanu Reeves a été révélé via John Wick. Moi, j'ai pas forcément eu ce sentiment-là, quoi. J'ai pas regardé les 2 autres opus, donc il faudrait peut-être que je m'y mette, hein. Je suis d'accord pour dire que The Predator est un film pas très intéressant, mais c'est loin d'être le pire film que j'ai vu. Bon, les personnages, pas très attachants, quoi. Mais en fait, il n'y a pas tellement une intrigue. En gros, j'ai l'impression que ce film, il a juste pour dire que, oh regardez, il y a de nouveaux prédateurs qui évoluent en absorbant, on peut dire ça, les capacités d'autres espèces, et qu'ils ont rajouté des prédachiens dans la chronologie, donc c'est pas tellement intéressant du coup. C'est comme ça que je le vois, quoi. Après, The Silence, j'avais déjà fait une critique sur Sans un bruit, un film que j'avais adoré, donc il me tarde un petit peu le 2. Mais là, c'est un très mauvais remake de Sans un bruit, très clairement, façon Netflix. Des situations, on peut dire nulles, comparées à Sans un bruit, quoi. Et les persos sont pas attachants. Après, du coup, Murder Mystery, c'est pas le meilleur film d'énigmes que j'ai déjà vu. Après, il se vante pas d'être le meilleur. Mais c'est sûr que comparé au Crime de l'Orient Express, le nouveau, il est moins bien. Après, certes, le scénario, il est pas mal. Mais comme je disais, il est moins complexe que par exemple le Crime de l'Orient Express, même si on s'embrouille un peu. Mais au moins, j'ai pris pas mal de plaisir et j'ai pas mal rigolé aussi dans ce film. Alors maintenant, on va parler du film Watchmen de Zack Snyder. Donc c'est en quelque sorte un mélange entre le Joker et The Boys, maîtrisé en quelque sorte par les talents de Zack Snyder. Et ça veut pas forcément dire que j'ai adoré le film. Les personnages, leurs pouvoirs et leurs costumes sont cool. Et j'ai vraiment adoré aussi le développement de l'ancienne équipe Non, ça s'appelait pas Watchmen, je crois. Mais il y a quand même beaucoup de longueur, surtout pour l'origine story des personnages. Et l'histoire, elle m'a pas forcément plu. Maintenant, on va parler de Shining. J'ai passé un super moment devant ce film. Et j'étais au taquet stressé en vrai. Les plans, les couleurs aussi, c'est rare que je dise ça, mais là je sais pas pourquoi les couleurs de ce film m'ont marqué. Et la qualité aussi du film, ça m'a impressionné en fait. Il fait aussi partie de la catégorie des films qu'il faut regarder plusieurs fois, je pense, pour tout comprendre. Enfin, pour ma part. Même si je suis un petit peu déçu de la fin. Et alors, Dr. Sleep, je voulais le voir, je l'ai loupé. Les gens, ils en ont dit du bien, mais moi, via les bandes annonces, j'ai pas trouvé ça cool. Après aussi, j'ai commencé la trilogie The Dark Knight, donc du coup avec Batman Begins. C'est une vision très différente du personnage de Batman, surtout lors de son entraînement. Et les méchants et les enjeux sont pas mal en vrai. Ra's al Ghul, il est surprenant parce qu'au final c'est Liam Neeson qui est Ra's al Ghul le vrai. Mais le méchant du film qui m'a le plus marqué, c'est plutôt l'épouvantail. Il n'est pas très impressionnant en vrai, mais ses motivations m'ont plutôt fait aimer ce personnage. Et son charisme aussi. Tout comme pour Watchmen, c'est pas mon film de super-héros préféré. Mais bon, déjà, il est mieux que Watchmen. J'ai pris plus de plaisir en le regardant. Après, c'est pas du tout via la différence avec les comics Batman. Déjà, je les ai pas lus. Mais ça me dérange pas là, pourtant. Allez, on va parler de Chair de Poule 2. Ne pas prendre ce film au sérieux. Et tous les clichés en fait sont présents dans ce film. La construction du film, elle est vraiment bizarre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de Slappy ? Il était bien dans le premier film, là ils en ont fait de la merde. Je parlais du 1, il est largement mieux le 1, bien que perfectible. Mais après je me dis que c'est sûrement que l'univers de Chair de Poule est trop complexe pour en faire un film. Surtout un film où tu prends pas tellement le temps d'exploiter les différentes créatures parce que tu les mets tous ensemble en fait dans un film. Et dans le 1 aussi les personnages étaient beaucoup mieux. On va s'attaquer maintenant à la trilogie du Hobbit que j'ai enfin regardé. Les persos, ils sont cool, mais moins attachants que ceux du Seigneur des Anneaux, par exemple. Je prends pour exemple Smaug, il est cool, mais moins charismatique que Sauron. Et surtout que Smaug, il est pas présent longtemps dans les films. Après, c'est pas le même background que le Seigneur des Anneaux, quoi. Il y a moins de villes, il se balade moins, il y a pas... Ce qui était aussi bien dans le Seigneur des Anneaux, c'est que, par exemple, pendant que Gandalf est à un endroit, il y a... comment il s'appelle ? Sam et Frodon qui sont ailleurs, tandis que là ils sont un peu tous ensemble tout le temps. Et aussi je suis un petit peu déçu de l'obtention de l'anneau par Bilbo. La fin du Hobbit 2 par contre elle m'avait hypé, je me souviens pour le 3, j'adore ces genres de fins de film. Les batailles oui,
elles sont cool, surtout la bataille des 5 armées. On peut noter aussi que l'univers il est beaucoup plus exploité via ces films. Et comme pour la fin du Seigneur des Anneaux, celle du Hobbit, elle est assez émouvante. Bon, j'ai fait un top 3. Celui que j'ai le plus préféré, c'est la bataille des 5 armées, juste après la désolation de Smaug. Et en dernier, le premier sorti, Le Voyage Inattendu. Un voyage inattendu. Bon, maintenant je vais parler de 2 séries en même temps, c'est Paradise Police et Désenchanté. Les personnages de chaque série sont cool. Après, je préfère sûrement Paradise Police au niveau humoristique et j'ai pris pas mal de plaisir en la regardant. Mais après, Désenchanté, il est mieux niveau scénaristique et surtout dans la saison 2. Par contre, quelque chose qui m'a saoulé dans Désenchanté, c'est les accents de certains personnages. Au début ça va, mais à force c'est chiant. Et en vrai, il me tarde un petit peu la saison 3 de Désenchanté. On revient avec la trilogie Dark Knight. Alors cette fois-ci, on va parler de The Dark Knight, Le Chevalier Noir, la suite de Batman Begins. Et il faut savoir que j'ai toujours pas regardé The Dark Knight Rise. Alors j'ai préféré le premier opus, mais pas sur les mêmes points que celui-ci. J'ai adoré le Joker, même s'il est pas assez exploité à mon goût. Et le personnage du gouverneur, il m'a pas tellement plu au début, à part quand j'ai vu que il devenait double face. Et comme dans le premier opus, notamment avec Ra's al Ghul, dans celui-ci, j'ai été pas mal surpris aussi. On va parler de Dernier Train pour Busan. Alors déjà, une chose assez glauque, c'est la posture des zombies. Ils sont tordus dans tous les sens là, c'est pas du tout les rôdeurs de The Walking Dead. Et les situations, elles sont trop bien trouvées aussi. Je trouve que ce film, il fait partie un petit peu du trio avec Sans un bruit et Bird Box. Et aussi, j'ai appris récemment qu'il y aura une suite qui s'appelle Peninsula pour août 2020, il me semble. Pour en revenir à Dernier Train pour Busan, j'ai trouvé les plans aussi, certains plans et certaines idées beaucoup trop bien. Après, il y a certaines choses parfois qui manquent un peu d'explication. Je conseille ce film, c'est un super thriller qui m'aura scotché à mon siège jusqu'à la dernière minute parce que même la fin, je m'y attendais pas, j'ai vraiment cru que ça allait pas se finir comme ça. Du coup, on va parler de Dr. Stone, l'animé. Le point fort du manga, c'est qu'il est assez émouvant. Là, un peu moins, parce que je connaissais l'intrigue. Mais après, il y a les OST qui sont à chaque fois au bon moment et qui rendaient les scènes aussi émouvantes. Pour parler des openings, le premier il est pas ouf, mais le second est mieux. Maintenant, je vais faire une critique sur le DCEU. Quand je l'ai commencé, ça m'a direct plu parce que tout était connecté. Par exemple, dans Batman vs Superman, on voit déjà Flash et qui vient de la Justice League, donc comme quoi tout était prévu. Et ensuite, il y a quelques événements, par exemple Man of Steel, avec, comment il s'appelle, Zog, je crois, qui seront réutilisés plus tard, notamment dans Batman vs Superman, notamment pour Doomsday. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus connecté que les MCU, mais forcément parce que là, c'est le même réalisateur qui a tout écrit en fait depuis le début, il avait tout prévu. Par contre, je trouve que sans les effets spéciaux, les films ils perdraient de leur valeur. Surtout pour Man of Steel. On est au XXe siècle après. Les effets spéciaux sont au cœur des films. Je vais parler de Dans les hautes herbes. Le scénario du film, il est déjà vu avec une boucle temporelle je vais pas dire qu'il se répète, parce que dans le film, on sait pas du tout si elle se répète ou pas. Et pourtant, la bande-annonce ne montrait pas du tout cet aspect. Elle montrait des gens perdus dans les hautes herbes. À aucun moment il est fait mention d'une boucle temporelle. Mais j'ai regardé ce film avec plein de personnes et ce qui était cool, c'est qu'à chaque fois on se faisait des théories. Ah ouais, lui, peut-être que c'est à cause de lui que tout a commencé. Il débarque, il a cassé la boucle temporelle. C'était trop bien. Enfin, c'était trop bien, mais ça m'a quand même cassé le cerveau tellement je réfléchissais. J'adore ces films où tu comprends tout à la fin. Même si encore dans ce film, qu'il faudrait que je revoie pour tout comprendre, c'est encore confus à la fin. Donc on attaque un gros pavé cette fois-ci avec Us, il est là. Après avoir vu ce film, j'ai été obligé de lire une analyse parce que j'ai été un petit peu perdu. C'est surtout que je me posais aussi beaucoup de questions. Et finalement, c'est un petit peu normal parce que j'ai vu que le réalisateur, il incitait un petit peu les spectateurs à avoir leur propre vision du film. Et pour moi, en fait, le postulat de base, c'était que la famille principale devait combattre jusqu'à la fin du film leur double, en fait. Mais finalement, c'est bien plus profond que ça et peut-être pas forcément dans le bon sens. À quel moment, en fait, il y a des doubles, il y a 7 milliards de doubles sous terre. À quel moment ça n'a jamais été découvert ça? Et du coup les doubles ils s'appellent les doppelgangers. Un bon point du film aussi, c'est qu'il est hyper intriguant, surtout au début. Tu te dis qu'est-ce qu'elle fait là, la double famille là, comment elle a été créée.
beaucoup de questions aussi. Le début m'a vraiment surpris. J'ai vraiment cru qu'il y allait avoir des screamers et tout. Tu les vois arriver, ils commencent à frapper son double là, il a mal à la jambe. C'est stressant. Et du coup, comme dit au début, moi, mon interprétation du film, c'est pas du tout ce qu'a voulu montrer le film. Parce que ce qu'il a dit en gros, c'est que euh, Adélaïde, personnage principal, elle a. Et en fait, depuis le début, c'est pas la vraie Adélaïde, c'est son double. Parce que quand elle était sur la plage, elle a échangé. Et du coup, depuis le début, l'autre personne qu'on voit avec l'autre famille, c'est la vraie Adélaïde qui veut retourner et changer sa place. Et ça, à aucun moment du film, je m'en suis douté. Et en fait, ce que je pense plutôt, c'est que les doppelgangers, ils sont un peu bizarres. Ils ont des postures aussi pas très normales. Et en fait, comme on le voit, quand il y a la reconstitution des plans en même temps que Adélaïde, en fait, les doppelgangers, ils sont pas libres de leurs actions. En fait, ils sont obligés de faire les mêmes choses que les humains en surface. Et du coup, quand il y a la reconstitution du plan de la fête foraine avec la vraie Adélaïde et la fosse, son double en bas, je me suis posé la question, est-ce que en fait Adélaïde ce serait pas une fille dans un hôpital psychiatrique et elle serait un petit peu plus saine d'esprit que les autres, ou alors ce serait l'inverse? Et il n'y aurait jamais eu mention de double personne et tout, ce serait elle qui le serait inventée. Et ce que j'ai pas compris aussi, c'est que parfois les personnages ils se permettent de rire ou de passer des bons moments. Par exemple, les enfants, quand il y a leurs amis qui se sont fait tuer, pourquoi ils rigolent? Ce film est hyper bizarre. La réaction des personnages, que ce soit les gens à la surface, aussi ce qui m'a surpris, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que comment il s'appelle, le double du père de la famille, est-ce qu'il crie des fois? Je comprends pas trop. J'ai l'impression que le film veut être comique, mais un petit peu subtilement. Bon, je vais arrêter d'en parler parce que ça m'embrouille aussi. Allez, on va parler de cimetière. Du coup, Victor, Pasco, Church et Zelda sont en quelque sorte là pour que chaque personnage ait des démons à chasser, une chose comme ça. Parce qu'au final, pourquoi Victor, à chaque fois, il apparaissait dans des visions de Louis? Louis, c'est le personnage principal, le père. Aussi, pourquoi il n'y a pas tellement de conclusion quant au deuil, en quelque sorte, de Rachel concernant sa sœur, quoi. Enfin, il n'y a pas de finalité, en fait, sur certains points du film. Le personnage de Judd, il sert juste à interdire. Interdire. Ne va pas là-bas, parce qu'en fait, ça réanime les gens, le cimetière. Il sert juste à dire ça, il ne prend même pas la peine de l'arrêter, le mec. Et la fin était tellement inattendue, dans le mauvais sens. Et c'est tellement inattendu que quand il y a eu le générique est apparu, je me suis dit, quoi? C'est ça la fin? En fait, il n'y a pas de but. Le film, il se dit pas, je dois arriver à un certain point. Il raconte juste une histoire. Et comme il n'y a pas de but, t'as l'impression que le film, il sert juste à dire, enfin, même pas à dire, le cimetière, il fait revivre des gens. C'est cool. Et alors, apporter une conclusion. Alors, les trois personnages sont devenus des morts vivants, en quelque sorte. Dans le chat, sauf, on sait même pas ce qui se passe au bébé. Est-ce qu'il va être tué ou pas? S'il faut, il y a vraiment une intrigue et tout, mais je n'arrive pas à la trouver. Et j'ai regardé la fin alternative aussi, je me suis dit, bon, ça peut être mieux. Pas du tout. Il n'y a pas trop d'explications non plus. La terre, le cimetière, là, il y a Judd qui dit c'est possédé par un cerf humanoïde. Explique, non? Je sais pas. Et pareil, je n'ai pas compris pourquoi il y a des enfants qui ont des masques d'animaux. Ils se promènent comme ça, ok, ils veulent, je sais pas, honorer leurs animaux morts. Mais ils auraient pu faire une chose avec ça, parce qu'ils le mettent là, c'est un petit peu inutile, quoi. Et tant qu'on est dans les défauts du film, parce qu'il n'y a que ça, en fait. Pourquoi ils n'ont pas gardé le titre du film original, Pet Sematary, pour le cimetière d'animaux? Ce film, il me met en rage, c'est un truc de ouf. Allez, une note plus positive, on va parler de Escape Game. Et oui, bon, c'est très clairement le même scénario que Saw. Et en fait, c'est peut-être pour ça que le film n'a pas marché. Il n'a pas plu aux gens, quoi. Mais malgré ça, j'ai été surpris parce que les twists du film, ils sont pas mal. Et à tel point que je suis pas sûr d'avoir tout retenu parce qu'il y a beaucoup de détails qui appartiennent à ce personnage et tout. Et il faudrait que je le revoie peut-être une deuxième fois pour comprendre toutes les subtilités. Par exemple, le manteau ou alors les salles attitrées à chaque personne et tout. J'ai vraiment tout aimé dans ce film parce que chaque fois je me créais des hypothèses. Est-ce que ce serait pas lui le maître du jeu et il est mort pour de vrai ou pas? Et j'attends le 2 avec impatience. Jamais j'aurais cru que ce film aurait un tel scénario.
Et cette nouvelle saga, je pense, a de quoi tenir encore quelques films en vrai. Enfin, si le public suit. Et du coup, comme on parlait de Saw, j'ai un petit peu envie d'en parler. Il y a eu Spiral, le reboot de Saw, entre guillemets, qui est sorti. Enfin, en gros, c'est un petit peu une critique d'une bande-annonce que je fais là. J'ai pas aimé. Parce qu'en fait, déjà, la bande-annonce ne m'a pas convaincu. Le personnage de Chris Rock ou de Samuel L. Jackson, c'est pas fou. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils veulent raconter de nouveau? Enfin, la saga Saw, déjà, il n'y avait pas forcément besoin de faire un Jigsaw. C'est déjà terminé, quoi. Il y avait une conclusion au 7. Mais il a très bien marché. Enfin, il s'est très bien intégré à la saga de Jigsaw. Parce que la saga Saw, elle était quand même hyper complexe. Et là, il te faut un nouveau film, Spiral, l'héritage de Saw. Bon, déjà, tu veux changer de nom. Tu t'appelles ça Spiral de Saw si tu veux. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y aura dans ce film? Parce que je me pose vraiment la question. Il sort dans pas longtemps. Donc, je suis vraiment un petit peu intrigué par ce film. Parce que du coup, au final, j'en viens à me demander, est-ce que c'est vraiment un reboot? Parce que par contre, s'il me cale Spiral dans la putain de chronologie originale, là, je vais péter un câble. Elle est parfaite, la chronologie. Qu'est-ce que vous voulez rajouter dedans? Est-ce qu'il y aura aussi le retour de Jigsaw? Enfin, Tobin Bell? Enfin, je me pose pas mal de questions. Et bah, du coup, je verrai ça quand j'irai voir le film. Hein. Et du coup, on finit avec la dernière critique qui est sur Taken. Il m'attirait pas du tout ce film à la base. Mais il a fallu que ce film, je l'adore. C'est stressant, vraiment. L'enlèvement de Kim, surtout. Même si on sait qu'elle va se faire enlever, c'est hyper stressant. Je sais pas comment ça va se terminer et tout. Enfin, j'étais stressé, j'étais dans le film. Les paroles aussi de son père au téléphone, c'était tellement direct. C'est un bon mélange, en vrai, on pourrait pas croire comme ça du tout. Mais c'est un bon mélange entre la série Sherlock, via les déductions et certains plans, notamment quand du coup il se remémore la scène de l'enlèvement de sa fille. Et aussi avec forcément Mission Impossible ou d'autres films d'action. Et du coup j'étais vraiment surpris parce que ce film, je l'ai bien aimé. Du coup c'est 30 critiques parce qu'au final je viens d'en rajouter une en plein milieu de la vidéo. C'est sur Spiral, j'ai rajouté, du coup ça fait 30 critiques. Elle est terminée. Du coup j'ai rien d'autre à dire de plus, donc ciao.